Avant que son nom soit associé à un meurtre, Ashley Benefield était connue à Sarasota, en Floride, pour autre chose, la grâce. Ancienne danseuse de ballet classique, fondatrice d'une petite troupe, habituée des cercles sociaux locaux où son élégance ne passait pas inaperçue, elle projetait l'image d'une femme accomplie dans le domaine artistique, sophistiqué, maîtresse d'elle-même. C'est précisément ce contraste qui a rendu l'affaire si difficile à ignorer pour les médias nationaux et si troublante pour les jurés appelés à trancher. Le 27 septembre 2020, la police de Floride est appelée au domicile d'Ashley et Doug Benefield. Doug, 58 ans, est blessé par balle. Ashley dit s'être défendue. Mais ce que les enquêteurs observent sur place ne correspond pas au tableau qu'elle décrit. Il n'y a sur elle aucune trace visible de violence, aucun signe cohérent avec l'urgence et la peur qu'elle évoque. Les incohérences s'accumulent dès les premières heures de l'enquête. Pour comprendre ce qui a conduit à cette nuit, il faut remonter à 2016, quand Ashley et Doug se rencontrent. Il est veuf, bien installé financièrement, de 30 ans son aîné. La relation évolue vite, le mariage suit rapidement, et dans leur entourage, certains s'interrogent sur la disparité d'âge, sur la vitesse, sur ce que chacun attend vraiment de l'autre. Au départ, Doug semble heureux, mais les années passent, et l'atmosphère se dégrade. Des disputes au sujet de l'argent, des tensions autour de leur fille, et à mesure que le mariage se fragilise, un différend central prend de l'ampleur, la garde de leur enfant. C'est là que l'accusation situe le point de bascule. Selon les procureurs, Ashley et Doug étaient engagés dans un conflit de garde particulièrement conflictuel au moment du drame. La thèse du ministère public est directe. Elle n'a pas agi par peur, elle a agi pour mettre fin à quelque chose qu'elle ne voulait plus subir. La défense, de son côté, maintient que Doug était violent, que leur vie commune était marquée par des comportements abusifs, et que la nuit du 27 septembre, Ashley a réagi comme n'importe quelle personne menacée l'aurait fait. Le procès, attendu comme un événement dans les médias américains, fait rapidement l'objet d'une comparaison qui restera tout au long de la couverture médiatique. Le cas de Black Swan, le film de Darren Aronofsky, où la beauté et le contrôle de façade cachent une violence intérieure. 48 Hours consacre un épisode entier à l'affaire. Posant la question centrale, Ashley Benefield était-elle une victime qui avait finalement craqué, ou une femme capable de calcul froid, qui s'était construite un récit pour se protéger? Les jurés tranchent en 2024. Ils ne retiennent pas la qualification de meurtre au second degré, initialement visée par l'accusation, mais concluent à un homicide volontaire, une qualification moins lourde, mais qui ne minimise pas la responsabilité. En décembre de la même année, la juge prononce la sentence, 20 ans de prison, crédit accordé pour le temps déjà passé en détention provisoire. Ce qui marque les observateurs de l'audience, c'est l'attitude d'Ashley au moment du verdict. Les journalistes présents décrivent une femme au visage impassible, ne trahissant aucune émotion visible, tandis que sa peine est lue. Ce détachement apparent contraste violemment avec les larmes et la colère dans le reste de la salle. La fille de Doug, s'adressant directement au tribunal, qualifie Ashley de femme malveillante qui a trahi son père. Ces mots résument le sentiment de tous ceux qui s'étaient attachés au fil des mois à l'image de Doug Benefield, un homme dont la voix n'existe plus que dans les témoignages des autres. Ce que l'affaire Benefield laisse derrière elle, c'est une question sans réponse définitive. La vérité sur cette nuit de septembre 2020 est désormais enfermée dans un seul témoignage, celui de la seule personne qui était là. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'un homme est mort, qu'une enfant a perdu son père et qu'une ancienne danseuse de ballet passera les 2 prochaines décennies derrière les barreaux d'un établissement pénitentiaire de Floride. Le label Black Swan a collé à l'affaire, non pas parce qu'il était exact, mais parce qu'il exprimait quelque chose que les faits seuls ne permettaient pas de formuler, l'idée que derrière la grâce peut se tenir quelque chose d'infiniment plus sombre. En mars 2019, des agents de la police de Nevada découvrent un véhicule abandonné en bordure de Las Vegas. Dans le coffre, le corps d'un homme d'une 60aine d'années, retrouvé dans un état indiquant une agression d'une violence extrême. Une simple vérification d'immatriculation suffit à orienter l'enquête dans une direction que personne n'avait anticipée. La voiture appartient à Kelsey Turner, 25 ans, mannequin, influenceuse Instagram, visage familier des pages de Maxim et de Playboy. Ce que les enquêteurs découvrent ensuite
dépasse largement le cadre d'une affaire criminelle ordinaire. La victime, le docteur Thomas Burchard, 71 ans, n'était pas un inconnu pour Turner. Psychiatre pour enfants respecté en Californie, il finançait son loyer, ses dépenses quotidiennes et, selon les témoins, l'intégralité d'un mode de vie qu'elle ne pouvait pas s'offrir seule. Une relation que l'entourage décrivait comme une forme de dépendance financière consentie et qui, selon le dossier d'accusation, venait de prendre fin. Burchard aurait annoncé, peu de temps avant sa mort, qu'il cessait de la soutenir. Pour comprendre pourquoi cette information est centrale, il faut revenir à ce que projetait Kelsey Turner depuis plusieurs années. Sur Instagram, ses photos montraient une jeune femme épanouie, entourée de vêtements de marque, de plage et d'un quotidien qui semblait sans effort. Chaque publication renforçait l'image d'une ascension tranquille vers la notoriété. Ce que ses abonnés ne voyaient pas, c'est que cette image était largement financée par un homme de 46 ans, son aîné, qui avait accepté de jouer ce rôle sans que le grand public en soit informé. Le 7 mars 2019, Burchard se rend à Las Vegas pour retrouver Turner et, selon toute vraisemblance, tenter de résoudre la situation. C'est le dernier déplacement de sa vie. 2 semaines s'écoulent avant que son corps soit retrouvé. Pendant ce temps, Turner ne signale rien, elle ne contacte pas les autorités, elle ne semble pas chercher à localiser un homme qui avait joué un rôle central dans sa vie depuis des années. L'enquête place rapidement en garde à vue Turner et son petit ami de l'époque, John Kennison. La thèse des enquêteurs développée tout au long de la procédure est la suivante. Kennison aurait porté les coups fatals, mais Turner aurait orchestré la mise en scène, attiré Burchard chez elle, créé les conditions de l'agression. Le mobile, selon l'accusation, empêchait que la source de financement de son mode de vie disparaisse. Ce qui rend l'affaire particulièrement troublante, c'est l'aspect calculé que l'accusation prête à Turner. Il ne s'agit pas d'une violence impulsive, d'un accrochage qui dégénère, il s'agit, selon les procureurs, d'une réponse planifiée à une menace économique. L'homme qui l'aidait représentait une sécurité. En la perdant, elle perdait le pilier invisible de l'image qu'elle avait passé des années à construire. ABC News diffuse un épisode entier de son émission 20/20e consacré à l'affaire, sous le titre « A Model Murder ». Les médias nationaux adoptent rapidement l'angle du contraste. D'un côté, les photos de Kelsey Turner en bikinis et en tenue de créateur. De l'autre, le corps d'un médecin retrouvé dans un coffre. Ce sont 2 réalités impossibles à réconcilier et c'est précisément pour cette raison que l'affaire reste dans les mémoires. En janvier 2023, après presque 4 ans de procédure judiciaire, Kelsey Turner comparaît devant une cour du Nevada. Confrontée à la possibilité d'une condamnation pour meurtre au 1er degré, elle opte pour un Alford, plaide une procédure qui lui permet de ne pas admettre formellement sa culpabilité, tout en acceptant que les preuves suffiraient à la faire condamner. La distinction est juridique, mais la réalité est concrète. Elle est condamnée à 25 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 10 ans. Pour la famille de Burchard, le verdict apporte une forme de clôture, mais pas de soulagement. Des collègues décrivent un homme dévoué à ses jeunes patients, respecté dans son domaine, dont la mort violente à proximité d'une personne qu'il soutenait financièrement reste aussi difficile à expliquer qu'à accepter. L'ironie de la situation, un homme qui cherchait à aider et qui a fini dans un coffre de voiture résume à elle seule la dimension tragique de l'affaire. Aujourd'hui, Kelsey Turner purge sa peine dans un établissement pénitentiaire du Nevada. Son compte Instagram est figé dans le temps, rempli de photos d'un quotidien glamour qui n'a jamais correspondu à la réalité. Pour ceux qui ont suivi l'affaire depuis le début, ces images sont devenues quelque chose d'autre. Le témoignage silencieux d'une façade soigneusement maintenue jusqu'au moment où elle s'est effondrée. En 2007, des millions de téléspectateurs américains regardent Renée Holloway progresser dans America's Next Top Model jusqu'en finale. Elle est du Michigan, 22 ans, un regard intense, une présence devant la caméra difficile à ignorer. Sur le plateau, elle se distingue autant par son caractère que par son potentiel. Franche, parfois abrasive, mais indéniablement là. Elle ne remporte pas le titre, mais elle termine 3e, dans un contexte où être finaliste d'une telle émission ouvre normalement des portes. Ce qui se passe ensuite est à la fois banal dans sa mécanique et brutal dans ses conséquences. Les contrats ne suivent pas au rythme espéré. La notoriété issue d'une émission de télé, réalité, a une durée de vie courte, surtout dans l'industrie de la mode où la prochaine saison efface rapidement la précédente. Renée tente de convertir sa visibilité
en carrière durable, mais le marché ne répond pas. Les opportunités se raréfient, les finances se fragilisent et quelque chose d'autre commence à occuper une place de plus en plus grande dans sa vie, la dépendance à la méthamphétamine. Les détails exacts de sa descente ne sont pas entièrement documentés dans le domaine public, mais le résultat, lui, est enregistré dans les rapports de police de Palm Springs, en Californie. En juin 2013, des agents répondent à un signalement concernant une intrusion dans une maison inoccupée. Ils trouvent Renée Holloway dans le garage. Elle est armée. Il s'ensuit une confrontation de 6 heures qui se conclut par sa reddition et son arrestation. Ce qui émerge de l'enquête qui suit dépasse largement une affaire d'intrusion isolée. Les enquêteurs la relient à une série de cambriolages, de vols et d'infractions liées aux stupéfiants. Les accusations retenues contre elle incluent des chefs d'accusations graves, cambriolage, vol d'identité, possession d'armes à feu. La photo de son arrestation circule immédiatement sur Internet. Pour ceux qui se souvenaient de Renée Holloway sous les projecteurs de la télévision, le contraste est saisissant, une image qui semble appartenir à une vie entièrement différente de celle qu'elle avait un jour semblé tenir à portée de main. En 2014, elle accepte un accord avec les procureurs, elle plaide coupable sur plusieurs chefs d'accusation et évite ainsi un procès. La peine prononcée par le tribunal est de 12 ans de prison. Pour certains observateurs, la sévérité de la sanction reflète l'étendue des infractions et les antécédents cumulés. Pour d'autres, elle soulève une question plus large sur ce que la société fait ou ne fait pas des personnes, que la télévision réalité propulse brièvement dans la lumière avant de les laisser se débrouiller seuls, car c'est précisément là que l'affaire Holloway acquiert une dimension qui dépasse la simple chronique criminelle. Elle parle depuis sa cellule avec une franchise désarmante. Dans plusieurs échanges relayés par des médias couvrant l'intersection entre célébrité et crime, elle évoque l'addiction sans détour, la façon dont la fin de l'émission l'avait laissée sans filet, sans soutien, dans un monde qu'il avait regardé pendant plusieurs semaines avant de passer à autre chose. Elle ne cherche pas à minimiser sa responsabilité. Elle dit simplement ce qu'elle a vécu. Ce témoignage met en lumière un angle rarement abordé dans les couvertures médiatiques habituelles. Les émissions de télé, réalité, qui exploitent des candidats souvent jeunes, souvent vulnérables, dans un format conçu pour créer du drame et qui les renvoie ensuite à leur vie ordinaire sans aucune forme de suivi ou de transition. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un contexte. Les émissions True Crime et les forums en ligne reviennent régulièrement sur le cas de Renée Holloway, souvent pour opposer deux lectures. Celle qui la voit comme une victime d'un système qui consume les gens et celle qui la considère comme une adulte responsable de ses choix. Les deux lectures coexistent et aucune ne suffit seule à expliquer comment on passe d'une finale de télévision à un garage en Californie, une arme à la main, entourée de marchandises volées. Renée Holloway purge actuellement sa peine dans un établissement pénitentiaire de Californie. Son histoire est celle d'une trajectoire brisée, nette, d'un potentiel visible qui n'a pas trouvé de structure pour se développer et d'une spirale dont la vitesse n'était peu être visible que de l'intérieur. Pour ceux qui l'avaient regardé sur leur écran en 2007, son nom restera lié non pas au titre qu'elle n'a pas remporté, mais à ce qui est arrivé après quand les caméras se sont éteintes. Il y a des affaires qui auraient pu passer pour de la fiction si elles n'étaient pas documentées, celle de Claudia Harrow et de celle-là, une ancienne mannequin devenue actrice à Hollywood, ex-femme de Joe Pesci, accusée d'avoir commandité l'assassinat d'un cascadeur de cinéma dans une affaire de garde d'enfants. La scène du crime. Un soir de mai 2000, un homme répond à une frappe à sa porte à Westlake Village, en Californie. Ce qu'il trouve de l'autre côté lui coûtera son œil droit et le soumettra à plusieurs années de chirurgie reconstructive. Il s'appelle Garrett Warren. Il avait été le mari de Claudia Harrow. Pour saisir les enjeux de cette affaire, il faut comprendre la trajectoire de Claudia Harrow avant 2000. Dans les années 1980 et 1990, elle se déplace dans les cercles les plus fermés de Hollywood. Mannequin reconnue pour son apparence marquante, elle décroche des rôles secondaires dans des productions notables, dont Casino de Martin Scorsese. Son mariage avec Joe Pesci, l'une des figures les plus emblématiques du cinéma américain de l'époque, lui confère une visibilité supplémentaire. Leur union ne dure pas, mais pendant plusieurs années, son nom est associé à des premières, des événements de gala, une vie publique enviable. C'est son deuxième mariage
avec Gareth Warren qui va tout changer. Warren est cascadeur. Respecté dans le milieu du cinéma d'action pour ses performances sur des productions de grande envergure, il est loin d'être une figure de second plan dans l'industrie. Sa relation avec Arrow se solde elle aussi par une séparation, mais cette fois, les tensions ne s'estompent pas. Elles s'intensifient autour d'un point central, la garde de leur fille. Selon les éléments développés par l'accusation lors du procès, c'est cette bataille judiciaire qui aurait consumé Claudia Arrow au point de la conduire à une décision d'une radicalité difficile à mesurer. Le soir du 20 mai 2000, Warren ouvre la porte de son domicile. Il est touché par plusieurs balles, devant sa propre mère, témoin de l'attaque. Sa survie tient à des circonstances que les médecins décriront eux-mêmes comme remarquables. Mais la liste de ses séquelles est lourde. Perte définitive de son œil droit, blessures multiples, un corps marqué pour le reste de sa vie par les conséquences de cette nuit. Pendant 2 ans, l'enquête piétine. Aucune arrestation. L'entourage professionnel et personnel de Warren est passé au peigne fin. Puis, en 2002, un élément change la direction des investigations. Les enquêteurs apprennent que Claudia Arrow aurait elle-même organisé l'attaque, furieuse du déroulement du conflit de garde. Pire encore, son propre frère, Manuel Arrow, aurait joué un rôle actif dans la mise en place du plan. La révélation provoque un séisme dans les milieux que Claudia fréquentait. Son nom, jusqu'alors associé au décor de cinéma et au tapis rouge, se retrouve soudainement dans les pages faits divers des tabloïds. La procédure judiciaire qui suit est longue, elle s'étend sur une décennie, traversant appels, renvois et rebondissements. Ce n'est qu'en 2012 que Claudia Arrow finit par accepter un accord. Elle plaide no contest, une position juridique qui reconnaît l'existence des preuves sans constituer un aveu formel à 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre. La peine, 12 ans et 4 mois d'emprisonnement. Son frère écope d'une peine à vie pour son rôle dans le complot. Pour Gareth Warren, la sentence judiciaire ne referme pas la blessure, il a survécu, il a élevé leur fille, il a reconstruit une partie de sa vie, mais il porte physiquement, chaque jour, les traces de ce qu'une personne qu'il connaissait avait décidé de lui faire subir. Dans les rares interviews qu'il accordera au fil des années, il exprime non seulement la douleur des séquelles, mais l'absurdité de la situation, être la cible d'un plan orchestré par la mère de sa propre enfant. En août 2019, Claudia Arrow est libérée sur parole après avoir purgé 7 ans de sa peine. Sa sortie de prison relance brièvement l'intérêt médiatique pour l'affaire. Les documentaires et émissions True Crime, qui reviennent sur le cas, soulignent systématiquement la même dissonance. Les archives vidéo de Claudia Arrow sur des tournages en robe de soirée, souriante à côté de célébrités, et les documents judiciaires décrivant une femme qui aurait commandité la mort d'un homme devant sa propre mère. Ce que l'affaire Claudia Arrow révèle, c'est la capacité d'une colère longtemps contenue à franchir des seuils que la plupart des gens considèrent comme infranchissables. Gareth Warren a survécu, mais le crime a quand même laissé ses marques. L'enquête a mis 2 ans à aboutir, le procès en a pris 10 de plus, et pour la fille au cœur du litige de garde, la réalité qui a émergé de ces années de procédure reste l'une des plus difficiles à porter, qui soit en 1968, Angela Dorian est nommée Playmate of the Year par Playboy. C'est l'un des titres les plus médiatisés de l'industrie des magazines à l'époque et son visage circule dans les kiosques du monde entier. Elle joue également dans plusieurs productions hollywoodiennes et télévisées, s'impose comme une figure de l'ère flower power californienne rayonnante, libre, symbole d'une décennie qui croit que la beauté et l'insouciance peuvent coexister indéfiniment. Son vrai nom est Victoria Vetri. Elle a peu de raisons, à ce moment-là, d'imaginer comment son histoire se terminera. 42 ans plus tard, en 2010, son nom refait surface dans les médias. Non pas pour une rétrospective nostalgique, pour un coup de feu. Victoria Vetri a 66 ans. Elle vit à Los Angeles avec son mari de longue date, Bruce Rathbone. Leur relation, selon les éléments publiés dans la presse, n'est plus ce qu'elle était. Les arguments se succèdent. Une tension sourde, persistante. Un soir de septembre, cette tension franchit un seuil irréversible. Convaincue que son mari la trompe, Vetri s'empare d'une arme à feu. Alors que Bruce tente de quitter leur appartement, elle tire. La balle l'atteint dans le dos. Bruce Rathbone survit. Ses blessures sont sérieuses, mais il survit. Ce qui suit révèle autant sur Victoria Vetri que le coup de feu lui-même. Dans les premières heures après les faits, elle tente de déplacer la responsabilité. Elle affirme à la police qu'un dealer de drogue serait entré chez eux
et aurait tiré. C'est une version des événements que les enquêteurs démontent rapidement. Les preuves matérielles et les circonstances ne correspondent pas à ce récit. La piste revient directement à elle. L'accusation retenue, tentative de meurtre, un chef qui, s'il était confirmé par un jury, pouvait valoir à Vetri une peine à vie. Les médias s'emparent immédiatement de l'affaire avec un angle qu'ils n'ont aucun mal à formuler. L'ancienne playmate accusée d'avoir tiré sur son mari. Les archives photographiques des années 1960 et 1970 sont exhumées, mises en parallèle avec les clichés de son arrestation. La distance visuelle entre les deux est abyssale. En septembre 2011, Vetri conclut un accord judiciaire. Elle plaide no contest à une accusation réduite de tentative d'homicide volontaire. La peine, 9 ans d'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire de Californie. La reconnaissance au moins implicite d'un acte que son mari, lui, n'avait aucune raison d'anticiper ce soir-là, ce que la couverture médiatique souligne sans relâche dans les mois qui suivent, c'est l'ironie de la trajectoire. Une femme qui avait incarné l'idéal de beauté et de liberté d'une décennie entière, qui avait posé pour l'un des magazines les plus célèbres du monde, qui avait côtoyé les célébrités hollywoodiennes de son époque, finissant condamnée pour avoir tiré sur son mari dans un appartement de Los Angeles, avant de mentir aux policiers sur ce qui s'était passé. Il y a dans cette histoire quelque chose qui interroge sur la nature de la notoriété elle-même. Victoria Vetri avait connu la lumière à un moment précis, dans un contexte précis. Ce moment s'était évanoui, comme il s'évanouit toujours. Ce qui restait après les décennies silencieuses, la vie loin des objectifs, les tensions d'une relation qui s'était peu, être usée dans l'ombre, n'avait pas fait les manchettes. Jusqu'à cette nuit de septembre 2010. Bruce Rathbun, dont la voix est quasiment absente de la couverture médiatique, est l'autre réalité de cette histoire. Il a survécu, mais les blessures physiques et ce qu'elles impliquent sur le plan humain ne disparaissent pas avec un accord de plaidoyer ou une peine de prison. Pour lui, le soir de septembre n'est pas une métaphore sur la chute des célébrités. C'est une nuit concrète dont il porte les conséquences. Victoria Vetri est sortie de prison au terme de sa peine, libérée sur parole et a disparu de la vie publique. Pour les fans nostalgiques de l'ère qu'elle représentait, son histoire est avant tout une mélancolie sur le passage du temps et la fragilité des destins. Pour les juristes et les enquêteurs qui ont traité le dossier, elle est quelque chose de plus simple et de plus direct. Une femme qui a tiré sur un homme, a tenté de mentir sur ce fait et a été tenue pour responsable. Les deux lectures existent et dans l'espace entre elles se tient l'ensemble de ce qu'elle était et de ce qu'elle est devenue. 5 femmes, 5 trajectoires qui semblaient promises à autre chose. Une mannequin vue dans les pages de Maxim, une ancienne danseuse de ballet, une actrice qui avait fréquenté les tapis rouges de Hollywood, une finaliste d'America's Next Top Model, une playmate de l'année célébrée dans les années 1960. Ce qu'elles avaient en commun, ce n'était pas la violence. C'était l'image soignée, construite, entretenue et radicalement démentie par ce qui s'est passé ensuite. Ces affaires ne parlent pas seulement de crimes, elles parlent de la distance entre ce qu'on projette et ce qu'on dissimule. Elles posent une question que l'on préfère généralement éviter. Est-ce que l'image que quelqu'un construit dit quelque chose sur lui ou est-ce qu'elle dit précisément le contraire? Si cette vidéo vous a tenu en haleine, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et surtout, écrivez-nous en commentaire laquelle de ces affaires vous a le plus troublé et pourquoi. Et si tout ce qu'on voit d'une personne n'est qu'une façade, à quel moment décide-t-on de regarder derrière?